Avant de démarrer cet épisode, je me permets de vous annoncer que cet épisode a été enregistré dans le port autonome de Marseille, dans les ateliers du collectif Laissez passer. Cela vous plongera, j'imagine, directement dans l'environnement quotidien des artisans de ce collectif. Bonne écoute. Il faut se créer des cartes postales soi-même, pas hésiter à prendre du temps en se baladant dans Marseille. Quand je dis dans Marseille, c'est vraiment tous les arrondissements, hein. On part de l'Estac, on fait les quartiers, on va derrière, on passe par Saint-Loup, on revient et on fait le centre. Enfin voilà, et vraiment se balader dedans, sans but, sans préjugés. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir la meilleure compréhension de la ville, en tout cas la rendre petit à petit plus complète. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Moi c'est Guillaume, j'ai 37 ans et j'ai une formation de graphiste, d'illustrateur et de graveur. J'ai fait des écoles d'art et de communication avant, à Marseille et à Bruxelles. Au sein des ateliers, ma fonction plus spécialement, c'est la communication. Il y a aussi les dessins de projection d'usage dans les devis et dossiers. Et puis, ce moment-là, la relation presse. Victor ? Donc moi c'est Victor, je fais le métal. Donc acier inox, alu. Et du coup à côté de ça j'ai un métier classique de métallier, c'est-à-dire de menuisier du métal. Et j'ai 34 ans. Et moi c'est Lucie, j'ai 32 ans. J'ai une formation d'architecte et de tapissière d'ameublement. Et au sein de l'asso, je suis tapissière. Voilà, je fais principalement surtout de la couture. Et voilà. Comment vous présentez les ateliers Laissez passer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous ? Les ateliers Laissez passer, c'est un atelier ce sont des ateliers. Donc tapisserie, métal, bois et conception, communication, graphisme, qui ont pour but de réemployer des matériaux déclassés du port industriel de Marseille, essentiellement. Après on va aussi récupérer des filets au port de Somachi, des bouées dans des clubs de voile, ce genre de choses. Et on mêle du coup nos savoir-faire pour fabriquer du mobilier essentiellement, un peu de scénographie aussi, et des choses un peu plus massives comme le Radom Bar. C'est un bar à partir d'un dôme géodésique en fibre de verre qu'on récupère sur les cargos. Et donc ce Radom Bar, il a voyagé un peu, il est démontable. Il a voyagé un peu dans des festivals à Marseille et à Aix en Provence. Le collectif, il est né. C'est quelle année quand ta mère a investi les lieux ? 2001. L'association, elle est née en 2001 à la base, donc les locaux au sein du port industriel, ils datent de cette époque-là. Et ensuite, Victor qui est là, qui a commencé à faire la métallerie dans cet atelier. Et en fait, on a constaté, mais déjà sur constat du travail photographique, donc sa mère était artiste, elle répertoriait les objets vacants dans le port. De manière photographique. Ça a donné des expositions et un livre qui s'appelle Vision portuaire. Victor, à ce moment-là, a commencé à comprendre tous les objets délaissés dans le port de Marseille, appelés déchets, c'est-à-dire qu'ils ont supposément pas plus de fonction. C'est du rebut. Et à partir de 2016, je crois,
Tu confirmes? 2013 plutôt. De 2013 à 2016, il y a Victor qui commence à investir les lieux et à prospecter. Et il y a vite Raphaël Mougel, donc on ne les a pas présentés les autres membres, mais il y a Raphaël, donc l'architecte. À l'époque, il y avait un autre architecte qui s'appelle Jean-Baptiste Antonietti, qui est maintenant un membre honorifique. Et il y avait aussi un autre menuisier qui s'appelle Baptiste. Ils sont arrivés autour de 2016 et moi c'est 2018. Et Robin 2018 en même temps que moi aussi, le menuisier. Et Mounette c'est 2020, Lucie. Comment ça s'est passé? Vous êtes rencontrés d'abord à l'extérieur ou... C'est qu'on est des vieux amis, en tout cas Victor, Raphaël, moi et Lucie. On a tous la même sensibilité, je dirais, à l'art, au mobilier, aux pièces uniques, à l'investissement et au service dans l'espace public aussi. Et au constat des déchets que notre société produit. Et donc une sensibilité écologique à comment trouver des solutions de production un peu plus responsable dans notre monde. C'est facile de récupérer tous ces déchets parce que ça a l'air... Facile, ça dépend des déchets. Déjà, il faudrait les définir un petit peu. De manière générale, on va dire qu'en fait, on a des partenariats avec plein d'entreprises qui constituent l'activité économique du port, via lesquelles on récupère différents types de matériaux. Donc il y a les compagnies de ferry qui transportent les passagers en Corse et ailleurs. Il y a la déchetterie du port. Donc c'est vraiment le centre de gestion des déchets du port. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chantier naval. Le chantier naval, qui donc du coup c'est la réparation des navires. C'est une des activités pour lesquelles le port de Marseille est reconnu et qui tourne toujours bien. Et donc on récupère plein de déchets de tailles différentes. En fait, est-ce que c'est compliqué quand on récupère un radome? Un radome, c'est une sphère qui peut faire jusqu'à 6 mètres de diamètre et de hauteur. Donc là, c'est démonté, c'est transporté via camion et on trouve des moyens de stockage comme on peut dans la surface qu'on a, qui n'est pas immense non plus. Après, il y a des déchets plus faciles à récupérer, comme les bouées des 300 mètres qu'on transforme en lampes, qui sont un peu notre objet le plus connu, quoi. Et après, il y a le bois du chantier naval. Ça, c'est un peu comme si on récupérait de la matière première, si on veut. Et il faut transporter aussi du chantier naval jusqu'ici. Le port, il est grand, donc on a des camions, des véhicules. Et en fonction, on stocke dans notre matériothèque qui est sur la partie gauche de notre atelier. Comment vous répartissez le travail? Est-ce que vous bossez tous ensemble sur chaque projet ou ça dépend des productions? Il y a plusieurs cas de figure. Je dirais que... Il y a des cas où, par exemple, quand c'est des réponses à des appels d'offres, on va tous participer tous ensemble à la réflexion, à la création d'une esquisse. Il y a des cas où c'est plus Raphaël, l'architecte, qui en fait intègre l'association dans ses projets d'architecte, puisqu'il a son propre cabinet en dehors de l'association, donc il va intégrer le travail de l'association dans le grand projet. Et donc on va se retrouver à faire une cuisine dans un réaménagement. Et sinon, c'est assez collégial, je dirais. On peut tous prototyper du mobilier à nos heures perdues et faire des propositions. Je pense à Guillaume qui a proposé l'échelle transformée en étagère, Victor qui a fait la lampe en bouée. J'essaye de fabriquer du mobilier avec de la tapisserie, mais voilà. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. En fait, vu qu'on a chacun un peu nos spécificités, selon les différents pôles de travail, quoi. Le métal, le bois, la tapisserie, la peinture, les finitions, le design. On amène tous un peu notre savoir-faire et ils sont complémentaires pour créer ce qu'on fait. Et ça nous donne cet avantage de pouvoir réfléchir le mobilier de manière concrète directement. De manière globale et concrète assez directement. Ça veut dire que on fait un dessin. On va dire que le schéma de travail simple, c'est le client ou le demandeur arrive avec une fonction, une table, une chaise, une cuisine, une lampe. Et nous, en fait, on regarde dans notre matériothèque ce qu'on a, ce avec quoi on peut travailler. Ça amène au dessin et au devis. Et donc à ce moment-là, directement, on peut réfléchir avec les artisans sur la faisabilité
du dessin qu'on propose. Et donc ça va très vite, quoi, c'est en direct. Et ensuite de ça, il y a la négociation avec la personne qui fait la commande. Et puis il y a le dessin d'exécution et la fabrication et la pose. Justement, c'est accessible de travailler avec vous? Vous travaillez qu'avec des pros, des archis? Non, on travaille aussi avec des particuliers. On travaille avec tout type de personnes, hein, particuliers, restaurants. Il y a aussi le public. Hein, on a fait la citadelle, l'aménagement des douves de la citadelle d'Ajaccio. Donc non, oui, n'importe qui peut travailler avec nous. Est-ce que vous pensez que vous bénéficiez de cette émulation créative qu'il y a à Marseille avec tous ces artisans, artistes qui viennent s'installer, architectes d'intérieur notamment? Est-ce qu'ils vous font travailler ou est-ce que vous aviez déjà votre réseau marseillais et c'est pas parce qu'il y a tous ces nouveaux artistes, designers qui arrivent? Ça nous a peut-être aidé, mais je dirais que c'est plutôt... on avait quand même... Notre réseau, il se construit depuis un bout de temps quand même. Ça fait... Ouais, comme on disait, ça fait depuis 2016, en gros, qu'on travaille sur cette idée de mobilier en réemploi. Et le réseau, il a commencé à se construire à partir de là. Par contre, l'attrait d'attention au principe du réemploi, qui est devenu grandissant, et donc la sensibilisation à l'écologie sous différentes formes, et en tout cas dans la note, dans le réemploi et dans la production raisonnée, ça oui, ça a contribué à nous faire bosser plus, quoi. Et ça, c'est cool. On peut voir nos créations à La Traverse. La Traverse, c'est une galerie qui est située Traverse Sainte-Hélène, à Malmousque, sur la Corniche. C'est une galerie, et donc si on prend rendez-vous, on peut visiter le dernier étage de la galerie, qui est en fait une petite chambre d'hôte, dans laquelle on a travaillé sur 5 postes de mobilier. C'est donc une production assez complète pour montrer notre travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Tuba, on a fait un bar avec un bateau retourné. Tampopo, un superbe restaurant de ramen qui vient d'ouvrir, dans lequel on a fait des tables et le comptoir. Il y a aussi une Lambouée, les Lambouées au Canaletto aussi, restaurant italien sur Jean Ballard, vers le Vieux-Port. Quel est le projet dans lequel vous êtes le plus fier? En fait, j'ai capté qu'il y a 2 trucs. Il y a le public et on va dire les commandes un peu plus privées, quoi. Dans le public, historiquement, il y a le plongeoir. C'est un projet qu'on a fait avec certains membres de Laissez-Passer, qu'on a rattaché à ça, puisque finalement il constitue un peu l'essence de notre esthétique et voilà le côté bord de mer, quoi. C'est un plongeoir qu'on a fait dans le cadre d'une résidence d'artistes et qu'on est allé poser un peu en catimini après l'avoir montré en galerie. C'était la Strat Galerie à l'époque, ça a fermé. Et ensuite on l'a posé dans l'anse de Maldormé. Et ça réemployait du bois de construction navale et des amarres. Il y est plus parce que l'anecdote, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre des plongeoirs sur le bord de mer. On a soigneusement évité de se poser cette question, mais voilà, et donc on a dû le retirer. Après, l'anecdote qui est encore plus drôle derrière, c'est qu'il y a un réalisateur qui a construit tout son scénario de film dessus, et donc il s'est vu un peu nu quand il a été retiré. Et il nous a demandé via une boîte de production de le remettre, et on l'a remis pour 3 jours le temps du tournage du film. Et il y a un film qui est tourné sur le plongeoir qui s'appelle La Marie-Louise. Et après, dans d'autres projets publics un peu importants pour nous, je dirais la citadelle d'Ajaccio, c'est quand même c'est notre première commande publique. On a fait une 20aine de meubles pour aménager tout un espace de douve inoccupé auparavant, qui est accessible à tous les Ajacciens et les personnes qui visitent Ajaccio. Il est entièrement issu à partir de pontons flottants qu'on a découpé et repensé pour faire toute une série de tables, bains de soleil, tables de ping-pong, gradins, voilà, toute une série de mobilier pour habiter un espace vert, quoi. Et après, la Traverse, on a déjà parlé. Le bateau de Tuba, on a quand même retourné un bateau, on a mis en place un système qu'on a découvert au musée de la réparation navale qui s'appelle la jumboisation, c'est-à-dire le fait de découper un bateau en 2 pour l'agrandir et rajouter un morceau au milieu. L'esprit de la barque marseillaise retournée en toit pour le bar de Tuba, c'est ça. Et après, dans les projets plus privés, je dirais les lampes, c'est un peu notre
notre marque de fabrique, c'est souvent à ça qu'on est identifié. Et puis, alors j'ai demandé quand j'ai vu la question autour de moi, et il y a la table à jeux qu'on a installée au Cap Ferré dans une villa de location de luxe, qui est une table qui intègre 3 jeux de société. Un jeu d'échecs, un jeu de petits chevaux et un jeu de backgammon avec des pions tournés à la main, avec des formes vraiment très spécifiques. Ça, je vous invite à aller la voir sur notre site. Et c'est un fantastique travail de menuiserie et de réemploi. Voilà. J'ai une petite préférence pour le Radom Bar personnellement. Effectivement, il y a le Radom Bar, oui, qui est assez iconique de par sa forme parce que c'est un globe blanc en fibre de verre qui se trouve normalement sur le toit des gros bateaux. C'est un dôme qui protège les radars, d'où le nom Radom. Et il est victime d'obsolescence technique, c'est-à-dire que quand il change de technologie de radar, on est obligé de changer le dôme qui va avec. Et comme c'est de la fibre de verre, c'est pas recyclable, donc ça finit en enfouissement. Donc nous, on est payé pour aller les récupérer. Et je trouve l'idée géniale d'avoir récupéré ce globe qui fait quand même parfois 4 mètres de diamètre. Le scinder en 2 à l'horizontale, l'ouvrir et en faire un bar itinérant. Si vous voulez un Radom Bar pour votre événement, n'hésitez pas. On va faire un Radom habitable, donc plus un bar mais un refuge. En ce moment, on va à la déchetterie du port et on récupère beaucoup d'échelles de pilotes. Les échelles de pilotes, c'est les échelles qui sont sur les cargos et les ferries et qui sont déployées pour que le pilote passe du petit bateau qui s'appelle la pilotine pour monter sur les navires qui sont à ce moment-là dans la baie de Marseille et qui ont besoin d'être guidés par les pilotes parce que les capitaines des bateaux connaissent pas forcément le port de Marseille et puis qu'en fait à partir du moment où le pilote monte dans le bateau, il est sous la responsabilité du port de Marseille. Et donc les pilotes vont plusieurs fois par jour monter sur des bateaux et les guider pour les installer ensuite au sein du port. Ils sont ensuite amarrés par les lamaneurs, c'est encore un autre corps de métier du port. Et ces échelles de pilote, elles sont assez importantes pour moi parce que mon grand-père était pilote dans ce port. Donc il a possiblement monté sur ces échelles que maintenant on transforme en étagères pour venir aménager des appartements, des restaurants. Il y en a une là à côté de nous. Voilà, ça me touche particulièrement. J'en ai fait une pour ma mère, et donc c'était son père. Et ça fait partie à la fois d'une histoire de réemploi et une histoire familiale. Lucie, est-ce que tu veux parler d'un projet en particulier, comme je sais que tu dois bientôt partir? Comment j'ai trouvé mes tissus? J'ai démarché en fait les ateliers de rénovation des ferries, comme Corsica Linea, pour leur présenter l'atelier, leur dire qu'on était chaud de récupérer des déchets. Et un jour, on m'a appelé en me disant qu'il y avait des tissus qui partaient à la benne, et j'y suis allée, et donc je suis rentrée dans la benne et j'ai sorti des rouleaux de tissu mais qui étaient des fins de stock de l'ancienne compagnie, la SNCM. Et c'était juste des rouleaux neufs emballés mais qui n'étaient pas utilisés depuis les années 2000. J'étais quand même agréablement surprise de la qualité de ces tissus parce que je me suis dit que j'allais sûrement trouver des tissus en sky un peu flashy et tout ça, et en fait non, c'est des tissus de grandes maisons d'édition qui valent un certain prix et qui sont très costauds, et ce qui est logique puisque ils sont amenés à devoir supporter pas mal de fesses. On en a déjà fait des têtes de lit, parce qu'on a déjà fabriqué des lits, beaucoup de banquettes avec du coussin, des rideaux. On a récupéré aussi en textile de la bâche de camion, la bâche bleue, qu'on a utilisée à Ajaccio pour faire des ombrières. On a aussi récupéré, quand il y a des grands ferries,
de croisière qui se font rénover, ils changent parfois toute la literie. Donc il y avait des bennes entières de coussins en plumes et de couettes en plumes. On n'a pas pu tout récupérer, mais voilà, j'en ai récupéré une partie, donc pour faire des édredons, pour faire des créations murales. Victor, est-ce qu'il y a un autre projet dont tu voulais nous parler? On peut parler un peu plus du Radome Refuge, qui est vraiment un projet, quoi, qui est pas encore réalisé. Avec l'accueil de stagiaires, par exemple, on aimerait bien que ce soit un projet qui soit construit avec d'autres gens, quoi, pas que nous. Donc voilà, si vous êtes étudiant et que vous avez envie de construire un Radome Refuge avec des matériaux, on va essayer de réemploi au maximum. Et vous pouvez nous contacter. Ça fait une transition parfaite pour ma question. Donc votre association est aussi un accueil de formation? Ouais, on aime beaucoup accueillir des stagiaires dans tous les domaines. Et on en a essentiellement en menuiserie et en design d'objets. Mais voilà, moi en tant que métallier, je suis aussi ouvert à en accueillir. Donc n'hésitez pas. Vous avez un atelier derrière, c'est ça? Ouais, on a 130 mètres carrés d'atelier, on a un petit bureau dans l'Algeco et une matériothèque qui doit faire, 300 mètres carrés. C'est un peu atypique de travailler ici. Vous venez ici tous les jours. Il y a combien? Il y a 2 gardes à passer. C'est une zone qui a été fermée depuis les attentats de 2001, enfin du 11 septembre. Et voilà, et donc c'est une zone accès restreint, il faut avoir un laissez-passer pour pouvoir entrer. Enfin, c'est facile d'avoir son bureau ici et ça marche comment? C'est des concessions? En fait, le port, pour les gens qui souhaiteraient s'y installer, privilégie le rapport avec le maritime, puisqu'on est en bord de mer, quoi. Donc voilà, faut avoir une activité en lien avec le maritime. Et nous, le traitement des déchets, ça collait avec leur politique, en tout cas. Où est-ce qu'on peut voir vos actualités? Sur Instagram, les ateliers au pluriel, bien sûr, laissez passer. Les ateliers laissez passer. Et notre site, c'est laissezpasser.fr. Juste pour préciser, c'est un peu abrupt, mais on fait pas de... Il y a des gens qui nous appellent de temps en temps pour venir visiter le port. Et on n'a pas le temps de faire ça. On veut bien accueillir des gens en stage pour travailler ici, mais pas pour découvrir ce lieu. On sait qu'il y a plein de gens qui aimeraient le découvrir, on les comprend, mais malheureusement on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour organiser ce genre de visite, quoi. Ça paraît assez évident que Marseille fait partie intégrante de ce collectif. Est-ce qu'il aurait pu voir le jour ailleurs? Est-ce qu'il aurait pu voir le jour ailleurs? Avec nous, non. Mais avec d'autres personnes, oui, dans n'importe quelle ville portuaire, Le Havre, je sais pas, La Hague. On encourage tout le monde d'ailleurs à monter un laissez-passer dans tous les ports de France. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui vous inspirent? Guy-André Lagesse, qui est un artiste d'ici et qui a pas mal travaillé sur justement le réemploi du déchet, à cheval entre la question sociale et la question artistique. Il a monté une asso qui s'appelait Les Pas Perdus, c'était vers 2000, à Saint-Mauron, donc pas loin d'ici. On aime bien citer ces mots qu'il a, je pense, écrits avec Jean-Paul Curnier, donc Guy-André Lagesse et Jean-Paul Curnier. Et il parle souvent dans son travail d'art de l'approximation soignée. Il parle aussi de tuning d'appartement et d'esprit cabanonnier. Rien que dans les mots, ça évoque déjà, ça donne une image à notre esthétique. Et après, il y a d'autres artistes qui sont... Moi, j'aime bien Richard Baquier, dans son travail sculptural du métal, son approche manuelle du métal et le réemploi qui est toujours très apparent dans son travail. Je nous sens pas très loin de lui, quoi. Quand je pense à la mitraillette, par exemple, qui est une espèce de... C'est une œuvre où il a utilisé un piétement de siège à roulettes en métal qui est intact. Dans ces deux personnes-là, il y a cette idée justement donc, de repérer la fonction de l'ancien objet. Il y a un truc d'anti-neuf.
c'est en fait une espèce de gloire de l'esthétique de l'utiliser, quoi. Il y a un truc, il y a une poésie dans un objet usé, dans la manière dont il est usé, qui moi me fascine quand je la vois, soit dans des œuvres, soit dans du mobilier, soit dans des outils. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être Marseillais ou d'habiter à Marseille? Tu veux commencer, Victor? Moi, ce qui me rend fier, c'est Marcel Pagnol, Zinedine Zidane, Julien Marie, alias Jules. T'étais dans sa classe, tu peux le dire. Et j'étais dans sa classe, on était même potes. Et ce qui me rend... Qu'est-ce qui me rend fier? Faire partie de cette ville, quoi. Je me sens bien intégré, je suis heureux à Marseille. Guillaume, à ton tour? Bah déjà, je suis pas marseillais, je suis de Venelle et de Puricard, au-dessus d'Aix. Et j'ai passé pas mal de temps à Aubagne et dans le Var au début, dans la Provence verte, dans le Haut-Var. Donc je serais plutôt fier de ma région, dont Marseille est le chef-lieu bien sûr, et que j'adore et que je porte fort dans mon cœur. Mais c'est vraiment la région provençale, moi, dont je suis fier de faire partie. Qu'est-ce qui vous révolte au contraire? Les inégalités, bien sûr. Une ville très inégalitaire. Entre la Belle de Mai et la Cannelle, il y a des millions d'euros. Et ouais, j'ai peur que ça devienne un peu... que ça s'empire en fait. Bah, moi, ça me fait un peu flipper, quoi. Puis ça fait de la peine aussi. Ça va devenir le Rio de Janeiro, quoi. C'est un peu pareil, hein. Moi je dirais que ce qui me fait le plus peur, c'est l'effet carte postale. Vu que je travaille beaucoup dans l'image, je suis peut-être encore plus au courant, bien que tout le monde soit dans l'image maintenant. C'est un peu flippant de voir comment l'attrait de Marseille sur ce côté carte postale, qui finalement, si on s'arrête aux clichés qu'on voit le plus fréquemment, représente une toute petite partie de Marseille, mais vraiment une toute petite partie. Alors qu'on aime aussi, hein, il faut pas cracher dedans. Et du coup, ça renforce ces inégalités dont parlait Victor. Et je dirais que pour remédier à ça, il faut se créer des cartes postales soi-même. Et pour ça, il faut pas hésiter à prendre du temps en se baladant dans Marseille. Quand je dis dans Marseille, c'est vraiment tous les arrondissements, hein. On part de l'Estac, on fait les quartiers, on va derrière, on passe par Saint-Loup, on revient et on fait le centre. Enfin voilà, et vraiment se balader dedans, sans but, sans préjugés, parce que c'est quand même cet effet carte postale, il amène aussi des préjugés. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir la meilleure compréhension de la ville, en tout cas la rendre petit à petit plus complète. Et éviter de se cantonner à ce qu'on voit digitalement, rencontrer des gens, errer. J'invite à l'errance. On va passer au portrait marseillais, si vous étiez un son. Un son agréable ou un son... Parce que là, j'ai un son en face de moi là, qui est très désagréable. Et je pense des grosses basses du bateau de la Méridionale. Le Girolata. Je voulais parler du son du Pompinède, parce que le Pompinède, c'est celui par lequel tu es arrivé en voiture, qui se lève et qui redescend, qui nous bloque souvent 20 minutes quand il y a un bateau qui sort, et qui nous fait rager soit le matin quand on arrive parce qu'on est à la bourre, soit partir tard le soir. Et quand il se lève, il y a un son genre qui fait partie de notre vie. Après, j'ai des morceaux de musique. Je sais pas si je les cite. Vas-y. Mais j'aime beaucoup un morceau qui s'appelle Personne des Warrior Kids, qui est un groupe de oi marseillais des années 80, iconique. Et les propos de ce morceau me touchent particulièrement, et ce morceau. Et après, il y a Ville Portuaire de Tolar. Ça, c'est un groupe de punk de Grenoble qui est trop bien, que j'invite. Vous chanter Une ville portuaire. Non, je m'arrêterai là. Et allez écouter ce morceau, c'est très marrant parce qu'en plus ils viennent pas du tout d'une ville portuaire et c'est ça qui est drôle. Et ils rêvent d'une ville portuaire. Ils rêvent d'une ville portuaire et nous on est dedans.
Et on a ce refrain en tête très souvent. Si vous étiez une odeur? Peace, White Spirit, merguez. Après moi, sur les bonnes odeurs, j'aime bien l'odeur du safran. Et mauvaise odeur, on a le port quand il se met à pleuvoir fort, qui a une odeur d'égout. Mais ça, les Marseillais la connaissent bien, hein, c'est un peu le cas partout. Si vous étiez un goût? J'en ai un qui nous relie, hein. C'est la brandade de Saint-Victor. Hein. La brandade de Saint-Victor, ouais. Ça peut être un goût vestimentaire Tatane. aussi. Ouais, Birkenstock. Quand il y a un étranger qui vous demande à quoi ça ressemble Marseille, vous lui dites quoi? Bah viens voir, on t'héberge. Mais ça ressemble pas à la Côte d'Azur comme certains peuvent le croire, qui n'ont rien vu ni entendu sur Marseille, mais qui ont cette... c'est un peu cette idée du sud de la France, ça n'a rien à voir. Donc si vous cherchez l'ambiance Côte d'Azur, il faut pas venir ici, quoi. Si vous deviez quitter Marseille, qu'est-ce que vous regretteriez? La mer, moi. Si je vais ailleurs qu'il n'y a pas la mer, ça me manquera, je pense. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeuristes? 10, 11, 12 octobre. Donc on monte une expo avec plusieurs artistes qui s'appelle Vision Portuaire 2 en référence au livre Vision Portuaire sorti en 2006 donc dont on a déjà parlé et qui va montrer des productions des ateliers laissés passer mais aussi de François Olivier, photographe qui nous a fait plusieurs documents sur nous. Salomé Trifard-Jamais qui va montrer un film. Je devrais montrer des gravures. Et il y a aussi Alex Aigné qui je crois montre des choses à ce moment-là. Donc gardez cette date en tête, 10, 11, 12 octobre, 62 Rayon Bourgeois, POC. Et voilà, ce que je dis tout à l'heure, si vous voulez découvrir Marseille, prenez le temps de traîner partout, sans peur, sans préjugés, sans objectif. Bonne découverte. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!